Levée au jour, parfois devançant le jour, ma mère accordait aux points cardinaux, à leurs dons comme à leurs méfaits, une importance singulière. C'est à cause d'elle, par tendresse invétérée, que dès le matin et du fond du lit je demande « D'où vient le vent ?» À quoi l'on me répond « Il fait bien joli, c'est plein de passereaux dans le palais royal, il fait vilain, un temps de saison. » Il me faut maintenant chercher la réponse en moi-même, guetter la course du nuage, le ronflement marin de la cheminée, réjouir ma peau du souffle d'ouest, humide, organique et lourd de signification comme la double haleine divergente d'un monstre amical. À moins que je ne me replie haineusement devant la bise d'est, l'ennemi, le beau froid sec et son cousin du nord. Ainsi faisait ma mère, coiffant de cornets en papier toutes les petites créatures végétales assaillies par la lune rousse. Il va geler, la chatte danse, disait-elle. Son ouïe, qu'elle garda fine, l'informait aussi, et elle captait les avertissements éoliens. Écoute sur Moutier, me disait-elle. Elle levait l'index et se tenait debout sur les hortensias, la pompe et le massif de rosiers. Là, elle centralisait les enseignements d'ouest par-dessus la clôture la plus basse. Tu entends? Rentre le fauteuil, ton livre, ton chapeau, il pleut sur Moutier, il pleuvra ici dans 2 ou 3 minutes seulement. Je tendais mes oreilles sur Moutier. De l'horizon venait un bruit égal de perles versées dans l'eau et la plate odeur de l'étang criblé de pluie vanait sur ses vases verdâtres. Et j'attendais quelques instants que les douces gouttes d'une averse d'été, sur mes joues, sur mes lèvres, attestassent l'infaillibilité de celle qu'un seul être au monde, mon père, nommé Sido. Des présages, décolorés par sa mort, errent encore autour de moi. L'un tient au zodiaque, l'autre est purement botanique, quelques signes jouent avec les vents, les lunaisons, les eaux souterraines. C'est à cause d'eux que ma mère trouvait Paris fastidieux, car il n'était pas libre, efficace, péremptoire qu'au plein air de notre province. Pour vivre à Paris, me confiait-elle, il m'y faudrait un beau jardin. Et encore, ce n'est pas dans un jardin de Paris que je pourrais cueillir et coudre pour toi, sur un petit carton, les grands grains d'avoine barbus qui sont de si sensibles baromètres. Je me gourmande d'avoir égaré jusqu'au dernier ces baromètres rustiques, grains d'avoine dont les 2 barbes, aussi longues que celles des crevettes bouquées, virées, crucifiées sur un carton, à gauche, à droite, prédisant le sec et le mouillé. Sido n'avait point sa pareille pour feuilleter, en les comptant, les pelures mi-cassées des oignons. 1, 2, 3 robes sur l'oignon. Elle laissait choir, lunettes ou binocle sur ses genoux, ajoutait pensivement « Ces signes de grand hiver, je ferai habiller de paille la pompe. D'ailleurs, la tortue s'est déjà enterrée, et les écureuils, autour de la guillemette, ont volé les noix et les noisettes en quantité pour leurs provisions. Les écureuils savent toujours tout. » Annonçait-on dans un journal le dégel? Ma mère haussait les épaules, riait de mépris. Le dégel? Les météorologues de Paris ne m'en apprendront pas. Regarde les pattes de la chatte. Frileuse, la chatte, en effet, pliait sous elle ses pattes invisibles et serrait fortement les paupières. Pour un petit froid passager, continuait Sido, la chatte se roule en turban, le nez contre la naissance de la queue. Pour un grand froid, elle gare la plante de ses pieds de devant et les roule en manchon. Sur des gradins de bois peints en vert, elle entretenait toute l'année des reposoirs de plantes en pot, géraniums rares, rosiers nains, reines des prés au panache de brume blanche et rose, quelques plantes grasses, poilues et trapues comme des crabes, des cactus meurtriers. Un angle de mur chaud, gardé des vents sévères, son musée d'essai, des godets d'argile rouge où je ne voyais que terre meuble et dormante. Ne touche pas, mais rien ne pousse. Et qu'en sais-tu? Est-ce toi qui en décides? Lis sur les fiches de bois qui sont plantées dans les pots. Ici, graines de lupin bleu, là, un bulbe de narcisse qui vient de Hollande, là, graines de physalis, là, une bouture d'hibiscus. Mais non, ce n'est pas une branche morte. Et là, des semences de pois de senteur dont les fleurs ont des oreilles comme des petits lièvres. Et là, et là, et là. Ma mère rejetait son chapeau en arrière, mordillait la chaîne de son lorgnon, m'interrompait avec ingénuité. Je suis bien ennuyée. Je ne sais plus si c'est une famille de bulbes de crocus que j'ai enterrés ou bien une chrysalide de pan de nuit.
Il n'y a qu'à gratter pour voir. Une main preste arrêtait la mienne. Que n'a-t-on moulé, peint, ciselé cette main de Sido, brunie, tôt gravée de rides par les travaux ménagers, le jardinage, l'eau froide et le soleil, ses doigts longs, bien façonnés en pointe, ses beaux ongles ovales et bombés. À aucun prix! Si c'est la chrysalide, elle mourra au contact de l'air. Si c'est le crocus, la lumière flétrira son petit rejet blanc et tout sera à recommencer. Tu m'entends bien, tu n'y toucheras pas. Non, maman. À ce moment, son visage enflammé de foi, de curiosité universelle, disparaissait sous un autre visage, plus âgé, résigné et doux. Choc, ce battement accéléré du cœur, cet arrêt du souffle, la solitaire ivresse du chercheur de trésors. Un trésor, ce n'est pas seulement ce que couvre la terre, le roc ou la vague. La chimère de l'or et de la gemme n'est qu'un informe mirage. Il importe seulement que je dénude et hisse au jour ce que l'œil humain n'a pas, avant le mien, touché. J'allais donc, grattant à la dérobée le jardin d'essai, surprendre la griffe ascendante du cotylédon, le viril surgeon que le printemps chassait de sa gaine. Je contrariai l'aveugle dessein que poursuit la chrysalide d'un noir brun bilieux et la précipiter d'une mort passagère au néant définitif. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre, tu n'es qu'une petite meurtrière de 8 ans, de 10 ans, tu ne comprends rien encore à ce qui veut vivre. Je ne recevais pas, en paiement de mes méfaits, d'autres punitions. Celle-là m'était d'ailleurs assez dure. Sido répugnait à toute hécatombe de fleurs. Elle qui ne savait que donner, je l'ai pourtant vue refuser les fleurs qu'on venait parfois quêter pour parer un corbillard ou une tombe. Elle se faisait dure, fronçait les sourcils et répondait non d'un air vindicatif. Mais c'est pour le pauvre monsieur Enfer qui est mort hier dans la nuit. La pauvre madame Enfer fait peine. Elle dit qu'elle voudrait voir partir son mari sous les fleurs, que ce serait sa consolation. Vous qui avez de si belles roses mousses, madame Colette. Mais roses mousses, quelle horreur! Sur un mort! Après ce cri, elle reprenait et répétait non, personne n'a condamné mes roses à mourir en même temps que monsieur Enfer. Mais elle sacrifiait volontiers une très belle fleur à un enfant très petit, un enfant encore sans parole, comme le petit qu'une mitoyenne de l'Est lui apporta par orgueil un jour dans notre jardin. Ma mère blâma le maillot trop serré du nourrisson, dénoua le bonnet à 3 pièces, l'inutile fichu de laine, et contempla, à l'aise, les cheveux en anneaux de bronze, les joues, les yeux noirs sévères et vastes d'un garçon de 10 mois, plus beau vraiment que tous les autres garçons de 10 mois. Elle lui donna une rose cuisse de nymphe émue, qu'il accepta avec emportement, qu'il porta à sa bouche et suça, puis il pétrit la fleur dans ses puissantes petites mains, lui arracha des pétales rebordés et sanguins à l'image de ses propres lèvres. « Attends, vilain, dit sa jeune mère. » Mais la mienne applaudissait, des yeux et de la voix, au massacre de la rose, et je me taisais, jalouse. Elle refusait régulièrement aussi de prêter géranium double, pélargonium, lobélia, rosier nain et reine des prés au reposoir de la Fête-Dieu, car elle s'écartait, baptisée, mariée à l'Église, des puérilités et des fastes catholiques. J'obtins d'elle la permission de suivre le catéchisme entre 11 et 12 ans et les cantiques du salut. Le 1er mai, comme mes camarades de catéchisme, je couchai le lilas, la camomille et la rose devant l'autel de la Vierge, et je revins, fière de montrer un bouquet béni. Ma mère rit de son rire irrévérencieux, regarda ma gerbe qui attirait les hannetons au salon, juste sous la lampe. Crois-tu qu'il ne l'était pas déjà avant? Je ne sais pas d'où lui venait son éloignement de tout culte. J'aurais dû m'en enquérir. Mes biographes, que je renseigne peu, tantôt la peignent sous les traits d'une rustique fermière, tantôt la traitent de bohème fantaisiste. L'un d'eux, à ma stupeur, va jusqu'à l'accuser d'avoir écrit des œuvrettes littéraires destinées à la jeunesse. Au vrai, cette Française vécut son enfance dans l'Yonne, son adolescence parmi des peintres, des journalistes, des virtuoses de la musique, en Belgique, où s'étaient fixés ses 2 frères aînés, puis elle revint dans l'Yonne et s'y maria 2 fois. D'où, de qui lui furent remis sa rurale sensibilité, son goût fin de la province?
je ne saurais le dire. Je la chante de mon mieux. Je célèbre la clarté originelle qui, en elle, refoulait, étreignait souvent les petites lumières péniblement allumées au contact de ce qu'elle nommait le commun des mortels. Je l'ai vue suspendre dans un cerisier un épouvantail à effrayer les merles, car l'Ouest, notre voisin enrhumé et doux, secoué d'éternuements en série, ne manquait pas de déguiser ses cerisiers en vieux cheminots et coiffer ses groseilliers de gibus poilus. Peu de jours après, je trouvai ma mère sous l'arbre passionnément immobile, la tête à la rencontre du ciel d'où elle bannissait les religions humaines. Chut! Regarde! Un merle noir, oxydé de vert et de violet, piquait les cerises, buvait le jus, déchiquetait la chair rosée. Qu'il est beau, chuchotait ma mère, et tu vois comme il se sert de sa patte, et tu vois les mouvements de sa tête et cette arrogance, et ce tour de bec pour vider le noyau, et remarque bien qu'il n'attrape que les plus mûrs. Mais, maman, l'épouvantail. Chut! L'épouvantail ne le gêne pas. Mais, maman, les cerises. Ma mère ramena sur la terre ses yeux couleur de pluie. Les cerises? Ah, oui, les cerises. Dans ses yeux passa une sorte de frénésie riante, un universel mépris, un dédain dansant qui me foulait avec tout le reste allègrement. Ce ne fut qu'un moment, non pas un moment unique. Maintenant que je la connaissais mieux, j'interprète ces éclairs de son visage. Il me semble qu'un besoin d'échapper à tout et à tous, un bond vers le haut, vers une loi écrite par elle seule, pour elle seule, les allumer. Si je me trompe, laissez-moi errer. Sous le cerisier, elle retomba encore une fois parmi nous, lestée de soucis, d'amour, d'enfants et de mari suspendus. Elle redevint bonne, ronde, humble devant l'ordinaire de sa vie. C'est vrai, les cerises. Le merle était parti, gavé, et l'épouvantail hochait au vent son gibus vide. J'ai vu, me contait-elle, moi qui te parle, j'ai vu neiger au mois de juillet. Au mois de juillet? Oui, un jour comme celui-ci. Comme celui-ci? Je répétais la fin de ces phrases. J'avais déjà la voix plus grave que la sienne, mais j'imitais sa manière. Je l'imite encore. Oui, comme celui-ci, dit ma mère, en soufflant sur un flocon impondérable d'argent arraché au pelage de la chienne havanaise qu'elle peignait. Le flocon, plus fin que le verre filé, s'embarqua mollement sur un petit ruisseau d'air ascendant, montant jusqu'au toit, se perdit dans un excès de lumière. Il faisait beau, reprit ma mère, beau et bon. Vint une saute de vent, une queue d'orage que la saute de vent emmena et bloqua sur l'est naturellement. Une petite grêle très froide, puis une chute de grosse neige épaisse et lourde. Des roses couvertes de neige, des cerises mûres et des tomates sous la neige, des géraniums rouges qui n'avaient pas eu le temps de refroidir et qui fondaient la neige à mesure qu'elle les couvrait. Ce sont des tours de celui-là. Elle désignait du coude et menaçait du menton le siège altier, l'invisible lit de justice de son ennemi, l'Est, que je cherchais par-delà les chaudes nues croulantes et blanches du bel été. Mais j'ai vu bien autre chose, répétait ma mère. Autre chose? Peut-être avait-elle rencontré, un jour, montant vers Bel-Air ou sur la route du Tury, l'Est lui-même. Peut-être un grand pied violacé, l'amarre gelée d'une prunelle immense avait-il, pour qu'elle me les décrivît, divisé les nuages. J'étais grosse de ton frère Léo, et je promenais la jument avec la Victoria. La même jument que maintenant? Naturellement, la même jument. Tu n'as que 10 ans. Crois-tu qu'on change de jument comme de chemise? La nôtre était alors une très belle jument, un peu jeune, que je laissais quelquefois mener par Antoine. Mais je montais dans la Victoria pour la rassurer. Je me souviens que je voulus demander « Pour rassurer qui ?» Je me retins, jalouse de garder intacte la foi et l'incertitude d'une équivoque. Pourquoi la présence de ma mère n'eût-elle pas rassuré la Victoria? Tu comprends, quand elle entendait ma voix, elle se sentait plus tranquille. Mais certainement très tranquille et tout étalée en drap bleu entre les 2 lanternes riches à couronne de cuivre découpée en trèfle, une figure de Victoria tranquillisée parfaitement. Dieu,
Que tu as l'air bête en ce moment, ma fille, tu m'écoutes? Oui, maman. Donc, nous avions fait un grand tour par une de ces chaleurs. J'étais énorme et je me trouvais lourde. Nous rentrions au pas et j'avais coupé des genêts fleuris. Je me rappelle. Nous voilà arrivés à la hauteur du cimetière. Non, ce n'est pas une histoire de revenants. Quand un nuage, un vrai nuage du sud, marron roux, avec un petit ourlet de mercure autour, se met à monter plus vite dans le ciel, donne un bon coup et crève en eau comme un seau percé. Antoine descend et veut lever la capote pour m'abriter. Je lui dis non, le plus pressé c'est de tenir la jument à la tête. Si la grêle vient, elle s'emballera pendant que vous lèverez la capote. Il tient la jument qui dansait un peu sur place, mais je lui parlais, tu comprends, comme s'il n'avait pas plu ni tonné. Je lui parlais sur un ton de beau temps et de promenade au pas. Et je recevais un agace d'eau incroyable sur ma malheureuse petite ombrelle en soie. Le nuage passé, j'étais assise dans un bain de siège, Antoine trempé et la capote pleine d'eau, d'une eau chaude, une eau à 18 ou 20 degrés. Et quand Antoine a voulu vider la capote, nous y avons trouvé quoi? Des grenouilles, minuscules, vivantes, au moins 30 grenouilles apportées à travers les airs par un caprice du sud, par une trombe d'eau, une de ces tornades dont le pied en pas de vis ramasse et porte à 100 lieues un panache de sable, de graines, d'insectes. J'ai vu cela, moi, oui. Elle brandissait le peigne de fer qui servait à carder la chevelure de la havanaise et les angoras. Elle ne s'étonnait pas que des prodiges météorologiques l'eussent attendue au passage et tutoyée. Vous croirez sans peine qu'à l'appel de Sido, le vent du sud se levait devant les yeux de mon âme, torse sur son pas de vis, empanaché de graines, de sable, de papillons morts, racinés au désert de Libye. Sa tête, indistincte et désordonnée, s'agitait, secouant l'eau et la pluie de grenouilles tièdes. Je suis capable encore de le voir. Mais que tu as donc l'air bête aujourd'hui, ma fille. D'ailleurs, tu es beaucoup plus jolie quand tu as l'air bête. C'est dommage que cela t'arrive si rarement. Tu pèches déjà, comme moi, par excès d'expression. J'ai toujours l'air, quand j'égare mon dé, d'avoir perdu un parent bien-aimé. Quand tu prends l'air bête, tu as les yeux plus grands, la bouche entr'ouverte, et tu rajeunis. À quoi penses-tu? À rien, maman. Je ne te crois pas, mais c'est très bien imité. Vraiment très bien, ma fille. Tu es un miracle de gentillesse et de fadeur. Je tressaillais. Je rougissais sous la louange piquante, l'œil acéré, la voix au final haute et juste. Elle ne m'appelait ma fille que pour souligner une critique ou une réprimande, mais la voix, le regard étaient prompts à changer. Oh, mon joyau tout en or, ce n'est pas vrai, tu n'es ni bête ni jolie, tu es seulement ma petite fille incomparable. Où vas-tu? Comme à tous les inconstants, l'absolution me donnait des ailes, et, dûment embrassée, légère, j'apprêtais déjà ma fuite. Ne t'en vas pas loin à cette heure, le soleil se couche dans... Elle ne consultait pas la montre, mais la hauteur du soleil sur l'horizon, et la fleur du tabac ou le datura, assoupi tout le jour, et que le soir éveillait. Dans une demi-heure. Le tabac blanc embaume déjà. Veux-tu porter des aconites, des encolies ou des campanules chez Adrienne Saint-Aubin et lui rendre la revue des deux mondes? Change de ruban, mets-en un bleu pâle. Tu as un teint pour le bleu pâle ce soir. Changer de ruban. Jusqu'à l'âge de 22 ans, on m'a vu coiffée de ce large ruban noué autour de ma tête, à la Vigée-Lebrun, disait ma mère, et portait un message de fleurs. Ainsi, ma mère m'avertissait que j'étais, pendant 1 heure, un jour, particulièrement jolie, et qu'elle s'enorgueillissait de moi. Le ruban en papillon épanoui, au-dessus du front, quelques cheveux ramenés sur les tempes, je prenais les fleurs à mesure que Sido les coupait. Maintenant, va, donne les encolies doubles à Adrienne Saint-Aubin, le reste à qui tu voudras dans notre entourage. Sur l'Est, il y a quelqu'un de malade, la mère Adolphe. Si tu rentres chez elle... Elle n'avait pas le temps de finir sa phrase que je reculai d'un saut, renâclant comme une bête devant l'odeur et l'image de la maladie. Ma mère me retenait par le bout d'une de mes tresses, et son soudain visage sauvage, libre de toute contrainte, de charité, d'humanité, bondissait hors de son visage quotidien. Elle chuchotait. Tais-toi. Je sais, moi aussi, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut jamais le dire. Va, va maintenant.
Tu t'es encore mis cette nuit un papier à papillotes sur le front, hein, Matine? Enfin. Elle lâchait ma reine de cheveux, s'éloignait de moi pour me mieux voir. Va leur montrer ce que je sais faire. Mais, quoiqu'elle m'eût recommandé, je n'entrai pas chez la malade de l'Est. Je passais la rue comme un guet, en sautant de l'un à l'autre caillou pointu, et je ne m'arrêtai que chez la singulière amie de ma mère, chez Adrienne. Les enfants et les neveux que celle-ci a laissés n'auront pas gardé d'elle un souvenir plus vif que n'est le mien. Vive, guetteuse et somnolente, un bel œil jaune de gitane sous les cheveux crépus, elle errait avec une sorte de lyrisme agreste, une exigence quotidienne de nomade. Sa maison lui ressemblait par le désordre et par une grâce qui se refuse aux sites et aux êtres policés. Pour fuir l'humide et funéraire pénombre, la verdure étouffante, rose et glycine dans son jardin escaladait les ifs, gagnait le soleil par des efforts d'ascension et des dépenses d'énergie qui réduisaient leurs tiges maîtres, étirées à une nudité de reptiles. 1000 roses, réfugiées au sommet des arbres, fleurissaient hors d'atteinte, parmi des glycines à longues gouttes de fleurs et des bignonniers pourpres, victorieux ennemis des clématites épuisées. Sous cette chevelure, la maison d'Adrienne suffoquait aux heures chaudes. Sûre d'y trouver des piles de livres éboulés, des champignons cueillis à l'aube, des fraises sauvages, des ammonites fossiles et, selon la saison, des truffes grises de Puisaye, je m'y glissai à la manière d'un chat. Mais un chat hésite et demeure interdit devant un plus chat. La présence d'Adrienne, son indifférence, un secret étincelant et bien gardé au fond de ses prunelles jaunes, je les supportai avec un trouble chagrin que je cotai peut-être à son prix. Elle mettait, à me négliger, une sorte d'art sauvage, et sa bohémienne, son universelle indifférence me blessait comme une rigueur d'exception. Quand ma mère et Adrienne allaitaient, la première sa fille, la seconde son fils, elles échangèrent un jour par jeu leurs nourrissons. Parfois Adrienne m'interpellait en riant « Toi que j'ai nourri de mon lait !» Je rougissais si follement que ma mère fronçait les sourcils et cherchait sur mon visage la cause de ma rougeur. Comment dérober à ce lucide regard, gris de l'âme et menaçant, l'image qui me tourmentait, le sein brun d'Adrienne et sa cime violette et dure. Oubliée chez Adrienne, entre des cubes vacillants de livres, toute la collection de la Revue des Deux Mondes entre autres, entre les tomes innombrables d'une vieille bibliothèque médicale à odeur de cave, entre des coquillages géants, des simples à demi secs, des pâtés de chat aigris, le chien perdreau, le matou noir à masque blanc qui s'appelait Colette et mangeait le chocolat cru, je tressaillais à un appel venu par-dessus les ifs entravés de roses et de thuyas éthiques qui paralysaient un python de glycine. Dans notre maison, surgissant d'une fenêtre comme pour annoncer le feu ou les voleurs, ma mère criait mon nom. Étrange culpabilité d'une enfant sans reproche, je courais, j'apprêtais d'un air simple un essoufflement d'étourdi. Si longtemps chez Adrienne? Pas un mot de plus, mais quel accent! Tant de clairvoyance et de jalousie en si d'eau, tant de confusion en moi refroidirent à mesure que je grandissais l'amitié des deux femmes. Elles n'eurent jamais d'altercation, rien ne s'expliqua entre ma mère et moi. Qu'eussions-nous expliqué? Adrienne se gardait de m'attirer ou de me retenir. Ce n'est pas toujours par l'amour que la captation commence. J'avais 10 ans, 11 ans. Il m'a fallu beaucoup de temps pour que j'associasse un gênant souvenir, une certaine chaleur de cœur, la déformation féerique d'un être et de sa demeure à l'idée d'une première séduction. Sido et mon enfance, l'une et l'autre, l'une par l'autre, furent heureuses au centre de l'imaginaire étoile à 8 branches, dont chacune portait le nom d'un des points cardinaux et collatéraux. Ma 12e année vit arriver la mauvaise fortune, les départs, les séparations. Réclamée par de quotidiens et secrets héroïsmes, ma mère appartint, moins à son jardin, à sa dernière enfant. J'aurais volontiers illustré ces pages d'un portrait photographique, mais il m'eût fallu une Sido debout, dans le jardin, entre la pompe, les hortensias, le frêne pleureur et le très vieux noyer. Là je l'ai laissé, quand je dus quitter ensemble le bonheur et mon plus jeune âge. Là je l'ai pourtant revu, un moment furtif du printemps de 1928, inspiré et le front levé,
Je crois qu'à cette même place elle convoque et recueille encore les rumeurs, les souffles et les présages qui accourent à elle, fidèlement, par les 8 chemins de la Rose des Vents.